Félicitations, incapable. C'est fini. Il s'est moqué de moi devant ses amis riches lors de mon anniversaire, et j'ai glissé mon petit cadeau sur la table. Calmement, j'ai dit, explique à ta sœur pourquoi ses études s'envolent, à tes parents pourquoi leur maison et leur voiture disparaissent, et à tes partenaires pourquoi la société meurt avant le dessert. Je me suis levée, et la panique a commencé. Cette histoire est celle d'une vengeance méticuleusement préparée. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivée là, à ce point de non-retour, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Quelle ville, quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent. Pour comprendre cette nuit-là, il faut comprendre la prison dorée que j'habitais depuis 7 ans. Chaque matin, mon réveil sonnait à 5h30. Pas une minute avant, pas une minute après. Le silence de notre hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine était presque assourdissant. Je me déplaçais dans la cuisine comme une danseuse qui a appris sa chorégraphie par cœur. Chaque geste était précis, mesuré, efficace. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la survie. Le café de Baptiste, un arabica rare d'Éthiopie, devait être moulu pendant exactement 18 secondes. L'eau devait atteindre 92 degrés Celsius, jamais 91, jamais 93. La moindre imperfection dans ce rituel matinal se traduisait par un froncement de sourcils de sa part, un signe silencieux de ma faillite en tant qu'épouse. Je me souviens de notre premier rendez-vous. Baptiste n'était pas l'homme qu'il est devenu. Il était un jeune loup de la finance plein de rêves, d'ambition, mais il avait des étoiles dans les yeux quand je lui parlais de mes recherches, de mes algorithmes. Il admirait mon intelligence. Il me disait, Éléonore, avec ton cerveau et mon audace, on conquérera le monde. Nous devions être des partenaires. Mais quelque part en chemin, nos routes se sont séparées. Il a conquis le monde, et je suis devenue la gardienne de son foyer, l'organisatrice de ses dîners, l'ombre silencieuse qui assurait que sa vie soit parfaite pour qu'il puisse briller. Ce matin-là, comme tous les autres, il est descendu à 7h15 précise. Costume sur mesure, montre de luxe au poignet. Il s'est assis à l'îlot central de la cuisine, a pris son téléphone sans même me regarder et a commencé à lire ses emails. J'ai posé son assiette devant lui, une omelette de blanc d'œuf aux épinards bio, sans sel, accompagnée d'une tranche de pain complet. J'étais invisible. Une employée de maison efficace, rien de plus. La distance entre nous, à cette table en marbre, était plus grande que l'océan. Je me sentais vide, transparente. Je voyais l'homme que j'avais aimé, mais il ne me voyait plus. Il ne voyait qu'une partie du décor qu'il avait soigneusement construit. Il s'est levé, a ajusté sa cravate Hermès face au reflet de la baie vitrée. Avant de partir, il a lâché froidement, sans se retourner, « Ne m'attends pas ce soir. J'ai un dîner d'affaires. » Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête dans le vide. Mais son commentaire ne m'a pas rendu triste. Au contraire. Il m'a offert quelque chose de précieux, de l'espace. Et l'espace, c'était la seule chose dont j'avais besoin pour commencer à examiner de plus près les fissures qui parcouraient les murs de ma cage dorée. Car ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à voir. Et une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter, n'est-ce pas? La semaine suivante, j'assistais à la réunion trimestrielle avec les investisseurs d'Avenir Finance, la société de Baptiste. Notre société. Du moins, c'est ce que je croyais au début. Le siège, au sommet d'une tour de la Défense, offrait une vue imprenable sur Paris. Une vue que je n'avais jamais le loisir d'admirer. Mon rôle était clair, rester en retrait, sourire poliment, servir le café et m'assurer que les documents soient parfaitement alignés devant chaque investisseur. J'étais l'assistante parfaite. Personne dans cette pièce ne se doutait que l'algorithme, Cassandre, celui qui générait des profits records et faisait la fierté de Baptiste, était né dans mon esprit, lors de mes longues nuits de travail pour ma thèse à l'école polytechnique. Baptiste était sur scène, charismatique, confiant. Il parlait de « mon algorithme » avec une aisance déconcertante, utilisant les termes techniques que je lui avais patiemment expliqués. Il présentait mes graphiques, mes projections. J'étais assise au fond de la salle, une boule de colère et d'humiliation grandissant dans ma gorge. C'était un vol, un braquage en plein jour, commis avec des mots élégants et un costume à 5 000 €. Puis, un investisseur plus âgé,
Un homme à l'œil vif nommé Monsieur Renaud a levé la main. Monsieur Vasseur, votre modèle prédictif est impressionnant. Mais comment l'algorithme prend-il en compte les anomalies de marché de type signe noir? Quelle est la procédure de kill switch en cas de volatilité extrême? Le silence s'est fait. J'ai vu la microseconde de panique dans les yeux de Baptiste. C'était une question technique, précise, à laquelle il ne pouvait pas répondre car il ne comprenait pas la mécanique profonde de sa propre machine à sous. Il m'a jeté un regard furtif, un éclair de colère mêlé à un ordre silencieux, reste à ta place. Je sentais les mots pour répondre brûler sur mes lèvres. Je pouvais expliquer en détail les protocoles de sécurité que j'avais moi-même codés. Mais je suis restée silencieuse. Mon rôle était de ne pas exister. Il a repris contenance, a esquissé un sourire charmeur et a répondu « Excellente question, Monsieur Renaud. C'est un point très technique que notre équipe RD pourra aborder avec vous en privé. Concentrons-nous sur les performances exceptionnelles du dernier trimestre. » Un détournement de conversation magistrale. Les investisseurs ont hoché la tête, satisfaits. Le spectacle pouvait continuer. Après la réunion, alors que je rangeais les tasses vides, j'ai suivi Baptiste dans son bureau. J'avais besoin de comprendre. Baptiste, tu ne pouvais pas répondre. Tu aurais dû me laisser. Il ne m'a pas laissé finir. Il a fermé la porte, son visage s'est durci. Éléonore, tu recommences à trop réfléchir. Tu es trop émotive. Le monde des affaires est brutal, tu ne comprends pas la pression. Fais-moi confiance, je gère. Laisse-moi gérer. C'était du gaslighting à l'état pur. Il me faisait douter de ma propre perception, me faisait passer pour une femme hystérique et incompétente. Il me manipulait pour que j'accepte ma place dans l'ombre. Je l'ai regardé dans les yeux. Et pour la première fois, je n'ai pas vu mon mari. J'ai vu un étranger, un usurpateur qui me mentait avec un calme terrifiant. J'ai hoché la tête, feignant la soumission. Tu as raison. Pardonne-moi. Mais en sortant de son bureau, une décision était prise. Je n'allais plus le laisser gérer. J'allais découvrir par moi-même ce qui se cachait derrière ce masque de réussite. Et je savais que ce que j'allais trouver ne me plairait pas du tout. Le dîner du dimanche chez mes beaux-parents était une autre forme de torture, plus subtile mais tout aussi cruelle. Leur appartement, avec vue sur le champ de Mars, était un mausolée dédié à leur propre importance. Mon beau-père, Hervé, parlait fort, de politique et de finance, des sujets pour lesquels mon opinion n'était jamais sollicitée. Ma belle-mère, Jocelyne, était la reine de l'agression passive. Elle me complimentait sur ma robe d'une manière qui suggérait qu'elle était trop simple, ou sur ma coiffure en laissant entendre qu'elle n'était pas assez sophistiquée pour leur milieu. Ce soir-là, le venin était particulièrement concentré. Astrid, la sœur de Baptiste, venait d'être acceptée dans une prestigieuse école de commerce. « Nous sommes si fiers », s'exclama Jocelyne en posant sa main sur celle de sa fille. Puis, elle s'est tournée vers moi, son sourire aussi tranchant qu'un éclat de verre. « Heureusement que Baptiste a une femme comme toi, Éléonore. Une femme dévouée qui s'occupe de la maison. Un homme qui réussit a besoin d'un soutien infaillible en coulisses, pas d'une rivale sous son propre toit. » Chaque mot était une gifle. Elle me réduisait à une fonction, une potiche décorative dont le seul but était de faire briller son fils. Toute la table a hoché la tête en signe d'approbation. Baptiste, assis à côté de moi, a simplement pris une gorgée de son vin, validant silencieusement les paroles de sa mère. J'étais seule. Complètement seule, encerclée par cette famille qui me souriait tout en me poignardant dans le dos. Ils ne me méprisaient pas seulement, ils me niaient le droit d'être autre chose qu'une extension de mon mari. Je me suis alors souvenu d'un incident, il y a plusieurs années. J'avais une opportunité incroyable, un entretien final pour un poste de direction dans une start-up technologique. La veille, nous dînions ici même. Alors que je relisais mes notes, Jocelyne, en me servant, avait accidentellement renversé un verre de vin rouge entier sur mon dossier. Elle s'était confondue en excuses, jurant que c'était une maladresse. J'avais cru à l'accident. Mais ce soir, en voyant le même sourire satisfait sur ses lèvres, j'ai compris. Ce n'était pas un accident. C'était un sabotage.
Elle avait délibérément détruit ma chance pour s'assurer que je reste à ma place. Que feriez-vous à ma place? Face à une telle hostilité, une telle manipulation de la part de sa belle famille, comment auriez-vous réagi? Auriez-vous confronté la situation, ou auriez-vous commencé à préparer votre vengeance en silence? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette révélation a été un choc électrique. Ce n'était pas juste de l'indifférence ou de la condescendance. C'était un plan concerté, mené depuis des années, pour m'effacer. Pour s'assurer que seule l'étoile de Baptiste brille dans leur constellation familiale. Ils avaient peur de ma lumière, alors ils avaient décidé de l'éteindre. En rentrant à la maison cette nuit-là, le silence dans la voiture était lourd de non-dits. Baptiste était satisfait de sa soirée. Moi, j'étais en état de choc lucide. La guerre n'était pas seulement professionnelle, elle était aussi familiale. Et j'étais l'ennemi à abattre. Quand nous sommes sortis de la voiture, Jocelyne m'a pris dans ses bras. Son étreinte était froide comme la glace. Elle a murmuré à mon oreille, pour que moi seule entende, sois une fille intelligente, Éléonore. Connais ta place. Ce n'était pas un conseil. C'était un avertissement. Et c'est à cet instant précis que j'ai décidé de ne plus jamais rester à la place qu'il m'avait assignée. L'avertissement de Jocelyne a été le catalyseur final. Le lendemain, j'ai demandé à Baptiste si je pouvais m'absenter 2 jours pour aller en Normandie, aider ma mère qui se remettait d'une opération de la hanche. Sa réaction a été glaciale. Absolument pas. Nous avons le gala de charité de la Fondation vendredi. Ta présence est requise. Envoie-lui de l'argent pour une infirmière. Les problèmes d'une vieille femme à la campagne ne peuvent pas passer avant nos obligations. Les problèmes d'une vieille femme. Il parlait de ma mère. La femme qui m'avait élevée seule, qui avait sacrifié tant de choses pour que je puisse faire les études dont je rêvais. La cruauté désinvolte de ces mots m'a transpercé le cœur. C'en était trop. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il s'endorme profondément, son souffle régulier emplissant la chambre. Puis, je me suis levée, sans faire de bruit. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne suis pas une hackeuse, mais j'ai conçu l'architecture de sécurité du système d'Avenir Finance. Je connaissais ses failles, les petites portes dérobées que j'avais laissées pour la maintenance. C'était mon système. Il était temps de l'utiliser. Je me suis installée dans le bureau, la lueur de l'écran illuminant mon visage dans l'obscurité. Mes doigts tremblaient légèrement en tapant les lignes de commande. J'avais l'impression de commettre un crime, de violer une confiance sacrée. Mais quelle confiance? Celle qu'il avait brisée depuis longtemps? Après quelques minutes angoissantes, j'étais dedans. J'avais accès à son serveur personnel. Mon regard a balayé des centaines de fichiers. Des contrats, des rapports, des présentations. Puis, un dossier a attiré mon attention. Un nom anodin qui m'a glacé le sang, restructuration, personnelle. Mon doigt a survolé la souris. Une partie de moi hurlait de ne pas cliquer, de fermer l'ordinateur et de retourner me coucher. Une partie de moi voulait encore croire qu'il y avait une explication, que j'avais tort. Mais je savais que je devais savoir. J'ai cliqué. Le contenu était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il y avait des échanges d'emails avec son avocat, détaillant une stratégie pour transférer la majorité de nos actifs communs vers des comptes offshore avant d'entamer une procédure de divorce. Le but, s'assurer que je me retrouve avec le strict minimum légal, voire rien du tout. Il y avait des ébauches de communiqués de presse annonçant mon départ de l'entreprise pour raisons personnelles. Et puis, il y avait le pire. Un sous-dossier nommé « Anniversaire E ». À l'intérieur, un enregistrement audio. Ma main a tremblé en double-cliquant dessus. La voix de Baptiste a empli le silence de la pièce, claire et enjouée. Il n'était pas seul. Une voix de femme, que je ne connaissais pas, riait avec lui. C'était Delphine, sa secrétaire. Il planifiait ma fête d'anniversaire, dans 2 semaines. Ce n'était pas une fête. C'était une exécution publique. Il allait annoncer notre séparation devant tous nos amis, tous ses partenaires, pour m'humilier de la manière la plus spectaculaire possible. Il parlait même de la présence de sa nouvelle compagne, Clémence. Ce sera parfait, disait-il en riant. La transition sera claire pour tout le monde.
L'ancienne reine est morte, vive la nouvelle. Je suis restée assise dans le noir, le son de son rire résonnant dans mes écouteurs. Je l'ai écouté 5 fois, 6 fois, jusqu'à ce que les mots perdent leur sens et ne soient plus qu'une vibration de haine pure. Les larmes que j'attendais ne sont pas venues. À la place, un calme étrange s'est installé en moi. Un calme froid, tranchant comme une lame de rasoir. La douleur avait disparu, remplacée par une certitude absolue. Je savais exactement, précisément, ce que je devais faire. Ils voulaient un spectacle ? Je leur en donnerais un qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain matin, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai préparé le café de Baptiste à 92 degrés Celsius. Je lui ai souri quand il m'a rappelé de ne pas oublier d'aller chercher son costume au pressing pour le gala. À l'intérieur, j'étais un désert de glace, mais à l'extérieur, j'étais l'épouse parfaite. Dès qu'il a quitté la maison, j'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis près de 2 ans. Manon. Manon était mon amie la plus proche à Polytechnique. Un génie de l'informatique, une rebelle qui voyait le monde en ligne de code et en faille de sécurité. Nos chemins s'étaient éloignés quand j'avais épousé Baptiste et que j'étais entrée dans son monde lisse et superficiel. Manon, elle, avait monté sa propre boîte de conseil en cybersécurité et intelligence financière. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Et Léonore ? Ça alors ? Ça fait une éternité. Sa voix était la même, directe et chaleureuse. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit, ma propre voix tremblant pour la première fois. C'est une question de vie ou de mort. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café de Belleville, un quartier animé et populaire où personne du monde de Baptiste ne mettrait jamais les pieds. Quand elle m'a vue, elle n'a pas posé de questions. Elle m'a simplement prise dans ses bras. Et là, dans la sécurité de son étreinte, le barrage a cédé. J'ai pleuré. J'ai pleuré les 7 années de mensonges, d'humiliation, de solitude. Elle m'a laissé pleurer, puis m'a tendu un mouchoir et a commandé 2 cafés serrés. Raconte-moi tout, a-t-elle dit simplement. Je lui ai tout montré sur un ordinateur portable sécurisé que j'avais acheté en liquide le matin même. Les emails, les plans de transfert d'actifs, l'enregistrement audio. Elle a écouté, son visage devenant de plus en plus dur à chaque nouvelle preuve. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant une longue minute, en fixant l'écran. Puis elle a fermé l'ordinateur et m'a regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas seulement un divorce sordide, Éléonore. C'est de la fraude, du détournement d'actifs et du vol de propriété intellectuelle. On peut le détruire. Légalement. L'espoir, une sensation que j'avais oubliée, a commencé à renaître en moi. Mais comment ? Je n'ai rien à mon nom, il a tout verrouillé. Manon a souri, un sourire de guerrière. Il a verrouillé les portes d'entrée, mais il a oublié que c'est toi qui as construit la maison. Tu as les plans. Et moi, j'ai les outils pour crocheter les serrures. Elle a sorti une tablette et a commencé à dessiner des schémas. Ce plan est dangereux, m'a-t-elle prévenu. S'ils nous découvrent, ils peuvent accuser d'espionnage industriel. On doit être parfaite, ne laisser aucune trace. Tu devras continuer à jouer ton rôle d'épouse dévouée jusqu'au dernier moment. C'est la partie la plus difficile. Tu penses en être capable ? J'ai repensé à l'enregistrement. Au rire de Baptiste. À la voix de Delphine. Au nom de Clémence. Ma tristesse s'est transformée en une détermination d'acier. Je suis capable de tout, ai-je répondu. Manon a hoché la tête. Bien. Alors au travail. Nous avons passé les 3 heures suivantes à élaborer les fondations de ma vengeance. Elle m'a expliqué comment créer une structure de société écran, une au Luxembourg pour la holding, Némésie Conseil, et des filiales en Suisse pour les opérations. Elle m'a appris à utiliser des canaux de communication cryptés, à ne jamais utiliser nos vrais noms. J'apprenais vite. Mon cerveau, endormi depuis si longtemps, s'est remis en marche, vibrant d'une énergie nouvelle. « Tu es prête ?» m'a demandé Manon, ses yeux brillants d'une lueur combative. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai perdu 7 ans de ma vie. Je ne perdrai pas un jour de plus. On commence maintenant. Le plan de Manon était audacieux et complexe. La première cible était l'empire immobilier de ma belle famille.
Leur arrogance était leur plus grande faiblesse, et j'allais l'exploiter. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Le dimanche suivant, lors de l'inévitable dîner familial, mon beau-père Hervé s'est lancé dans une tirade contre sa banque. Ces voleurs. Il me propose un taux de refinancement pour la villa de Saint-Tropez qui est une insulte à mon intelligence financière. J'ai attendu le bon moment, après son deuxième verre de vin. D'une voix faussement timide, j'ai glissé, c'est étrange, Hervé. J'ai récemment entendu parler d'un nouveau fonds d'investissement luxembourgeois, monté par des anciens de Polytechnique. Ils cherchent justement à placer des fonds dans l'immobilier de prestige en France, avec des taux très compétitifs. Ils ne travaillent que par cooptation, pour garantir la qualité de leurs partenaires. Le silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers moi. C'était la première fois que j'intervenais dans une de leurs conversations financières. Hervé m'a regardé avec un mélange de surprise et de condescendance. « Toi, Éléonore ? Tu t'intéresses à ça maintenant ?» Baptiste m'a lancé un regard noir, mais Jocelyne, curieusement, semblait intriguée. L'appât du gain était plus fort que son mépris pour moi. « Quel genre de taux ?» a-t-elle demandé. J'ai donné un chiffre bien en dessous du marché, un chiffre irrésistible. « Je peux essayer d'obtenir un contact si vous voulez », ai-je ajouté humblement. Mais je ne promets rien. L'affaire était lancée. La semaine qui a suivi a été un véritable numéro d'équilibriste. Le jour, j'étais Éléonore Vasseur, l'épouse modèle. La nuit, je devenais la directrice invisible de Némésie Conseil, échangeant des emails cryptés avec Manon et son avocat. Nous avons monté un dossier impeccable, faux site web pour le fonds d'investissement, profil LinkedIn créé pour des directeurs fictifs, et même une ligne téléphonique suisse avec une secrétaire virtuelle. Le contrat de prêt, un document de 50 pages rédigé par l'avocat de Manon, était un chef-d'œuvre de camouflage juridique. Il contenait des clauses de défaut croisées, des accélérations de remboursement et des garanties personnelles qui liaient la villa de Saint-Tropez non seulement à la santé financière d'Avenir Finance, mais aussi, de manière très subtile, à la stabilité de l'union matrimoniale de l'emprunteur principal de la garantie, Baptiste. L'avocat de la famille, un vieil ami de golf d'Hervé, a survolé le document. Je lui avais préparé un résumé de 2 pages, mettant en évidence les avantages financiers. Il est tombé dans le panneau. « C'est du solide, Hervé », a-t-il dit. « Et à ce taux, c'est une affaire en or. » Signe. J'étais présente lors de la signature, dans leur bureau somptueux. Hervé a paraphé chaque page avec un sourire triomphant, persuadé d'avoir réalisé le coup du siècle. Il m'a même tapoté l'épaule. « Finalement, tu sers à quelque chose, ma petite. » Je lui ai souri en retour, un sourire doux et vide. À cet instant, une pensée m'a traversé l'esprit. Est-ce que je suis en train de devenir comme eux ? Manipulatrice, froide ? Mais l'image du rire de Baptiste dans l'enregistrement a balayé mes doutes. Non. Je ne suis pas comme eux. Je ne détruis pas par plaisir ou par cupidité. Je rétablis un équilibre. Je leur présente la facture de leurs actes. L'encre sur le contrat était à peine sèche, mais la première maille du filet venait de se refermer. Hervé et Jocelyne levaient leur coupe de champagne pour célébrer leur génie financier. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de boire à leur propre ruine. Et ce n'était que le début. 2 jours après la signature du contrat, ma mère m'a appelé. Sa voix était faible mais pleine d'amour. Elle ne se plaignait jamais, mais je pouvais sentir sa solitude à travers le téléphone. Cette conversation a renforcé ma détermination. Je devais non seulement me libérer, mais aussi être en mesure de prendre soin d'elle, de lui offrir la tranquillité qu'elle méritait. Le week-end suivant, elle a insisté pour venir me voir à Paris, malgré sa convalescence. « J'ai besoin de voir ma fille », a-t-elle dit simplement. Son arrivée a été comme un baume sur mes blessures. Elle n'a fait aucun commentaire sur la maison, sur le luxe ostentatoire. Son regard ne voyait que moi. Elle a vu la perte de poids, les cernes sous mes yeux, la tension dans mes épaules. Samedi, alors que Baptiste était parti pour un week-end de golf avec des clients, nous nous sommes assises dans la cuisine. Elle m'a regardé préparer le thé et a dit doucement, « Ta grand-mère disait toujours, ne reste jamais dans un endroit où tu n'es pas chérie. Ce n'est pas une maison, c'est une cage. » Ces mots simples ont ouvert les vannes.
Je lui ai tout raconté. L'humiliation, le vol de mon travail, les plans de Baptiste. Elle m'a écouté sans un mot, sa main ridée posée sur la mienne. Quand j'ai eu fini, elle ne m'a pas dit quoi faire. Elle s'est simplement levée et a dit, « Allons préparer une valise de secours. Juste au cas où. » Nous avons rempli un petit sac avec des vêtements, des copies de mes diplômes, de mon passeport, et l'argent liquide que j'avais réussi à retirer petit à petit. Nous l'avons caché derrière de vieux cartons au fond de la cave, un endroit où Baptiste n'allait jamais. Le jour où tu décideras de partir, m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras, tu n'auras qu'à appeler. Je serai là. Son amour inconditionnel était mon ancre dans la tempête. Mais ses paroles m'ont fait réfléchir. Devais-je simplement partir? Prendre ma valise et disparaître? Ou devais-je me battre pour ce qui m'appartenait? La réponse est arrivée le mardi suivant, sous la forme d'un bouquet de fleurs. Un arrangement extravagant de pivoine, livré à la maison. Je déteste les pivoines. C'est la fleur préférée de Jocelyne. La carte était petite et élégante. J'attends avec impatience ta liberté. C'est. Mon sang s'est glacé. C'est Clémence. Ce bouquet ne m'était pas destiné. Mais il était la preuve dont j'avais besoin. J'ai pris le téléphone et appelé le fleuriste, ma voix enjouée et légère. Bonjour, je viens de recevoir un magnifique bouquet et je voulais juste m'assurer que la commande récurrente était correcte pour la semaine prochaine. La fleuriste a répondu avec enthousiasme. Oh oui, Madame Vasseur. L'arrangement hebdomadaire de Monsieur pour Mademoiselle Clémence à l'hôtel Georges V, suite 1208. Toujours livré le mardi à 14h. Il est si attentionné. Suite 1208, hôtel Georges V. Chaque semaine. Pendant que je dépérissais dans cette maison, il lui construisait un nid douillet dans l'un des plus beaux palaces de Paris. Il ne se cachait même pas. Il me méprisait à ce point. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Les paroles de ma mère me sont revenues en mémoire. Elle avait raison, je devais me sauver. Et pour me sauver, je ne pouvais pas simplement partir. Je devais détruire la cage. Je devais raser la prison jusqu'aux fondations pour pouvoir enfin reconstruire ma vie sur un terrain sain. La décision était prise. Il n'y aurait pas de fuite. Il y aurait une guerre. La soirée de mon 32e anniversaire est arrivée. L'atmosphère à la maison était électrique. Un calme étrange, lourd de menaces, avait remplacé les tensions habituelles. C'était le calme avant la bataille. Baptiste est rentré plus tôt que d'habitude. Je l'ai trouvé dans notre dressing, tenant une robe rouge à paillettes devant lui. Une robe que je n'avais jamais aimée, trop voyante, trop vulgaire. Tu mettras ça ce soir, a-t-il dit, sans me regarder. Il y aura des gens importants. Il faut que tu sois à la hauteur. C'était un ordre, pas une suggestion. Mais quelque chose en moi avait changé. La peur avait laissé place à une froide résolution. J'ai pris sur un cintre une simple robe noire, une robe que j'avais achetée avec mon premier salaire, bien avant de le connaître. Une robe qui me représentait. Non. Je porterai celle-ci. Il s'est tourné vers moi, stupéfait. C'était la première fois que je lui désobéissais ouvertement. La surprise a laissé place à la colère dans ses yeux. J'ai dit que. Et j'ai dit non, les yeux coupés, ma voix étonnamment stable. C'est mon anniversaire, non? Je pense avoir le droit de choisir ma propre robe. Il m'a dévisagé pendant une longue seconde, cherchant la faille, la trace de faiblesse habituelle. Il n'a rien trouvé. Décontenancé, il a haussé les épaules et s'est détourné pour choisir sa propre tenue. C'était une petite victoire, mais elle avait le goût de la liberté. Pendant qu'il se préparait, je l'observais dans le miroir de ma coiffeuse. Il attachait de nouveaux boutons de manchette en platine. Je ne les avais jamais vus. Mais j'ai reconnu la boîte Cartier sur sa commode. La même que Clémence avait fièrement affichée sur son compte Instagram un mois plus tôt. Joli bouton de manchette, ai-je dit d'un ton neutre, en appliquant mon mascara. Cadeau d'un client pour un gros contrat, a-t-il répondu trop vite, sans croiser mon regard. Un autre mensonge. Il s'accumulait, formant une montagne qui allait bientôt s'effondrer sur lui. Dans la voiture qui nous menait au restaurant, un silence pesant s'est installé.
Je le regardais envoyer des textos frénétiquement, un petit sourire aux lèvres. Il coordonnait sans doute les derniers détails de mon humiliation avec sa maîtresse et sa secrétaire. À un moment, j'ai posé une question, juste pour voir. Baptiste, est-ce que tu te souviens de ce que nous voulions construire ensemble, au tout début? Il a levé les yeux de son téléphone, l'air agacé. Éléonore, ce n'est vraiment pas le moment de devenir sentimentale. Son évasion était plus douloureuse qu'une insulte. C'était la confirmation que le « nous » n'existait plus depuis longtemps. Nous sommes sortis de la voiture devant un restaurant huppé au sommet d'une tour. Il a posé sa main dans le bas de mon dos, ce geste possessif que j'avais autrefois pris pour de l'affection. Mais ce soir, je n'étais plus sa propriété. J'étais son juge. Son bourreau. Et l'heure de l'exécution approchait. L'enveloppe noire dans mon sac à main me semblait peser une tonne. Pas à cause du papier, mais à cause du poids de la justice qu'elle contenait. Le spectacle allait bientôt commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La salle privée du restaurant était un aquarium de luxe et d'hypocrisie. 40 invités. 40 visages souriants qui faisaient partie du cercle de Baptiste. Ses amis de grande école, ses partenaires, leurs épouses trophées. Aucun de mes amis n'était là. Personne de mon monde. C'était sa cour, son public, rassemblé pour assister à ma chute. Le plan de table était une insulte en soi. Baptiste trônait en bout de table. Moi, j'étais relégué à l'autre extrémité, isolé. Et à sa droite, la place d'honneur, une carte portait le nom de Clémence. Elle était déjà là, resplendissante dans une robe blanche, riant avec les amis de mon mari. Elle m'a aperçu, et nos regards se sont croisés une fraction de seconde. J'y ai lu non pas de la culpabilité, mais du triomphe. Le dîner s'est déroulé comme un empoison. Les plats s'enchaînaient, sophistiqués et sans saveur. Les conversations tournaient autour de moi sans jamais m'inclure. Je sentais les regards furtifs, les chuchotements. Jocelyne, assise non loin, me gratifiait de sourires condescendants. J'étais une actrice dans la dernière scène d'une pièce tragique, et j'attendais ma réplique finale. Le moment est venu avec le dessert. Une armée de serveurs a apporté un gâteau spectaculaire. Baptiste s'est levé, a tapoté son verre en cristal avec une cuillère en argent. Le silence s'est fait instantanément. Tous les yeux étaient rivés sur lui. Il savourait son pouvoir. Son sourire était celui d'un prédateur sur le point d'achever sa proie. Mes chers amis, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans la salle. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer l'anniversaire d'Éléonore. Il a marqué une pause, laissant le suspense monter. Il m'a regardé, de toute la longueur de la table, et a lâché la phrase fatale. Et pour lui dire adieu. Félicitations, incapable. C'est fini. Un silence choqué a duré une seconde, puis la salle a éclaté. Pas de rire gêné, mais des rires francs, libérés. Ses amis ont levé leurs verres. Les femmes ont gloussé derrière leurs mains manucurées. Clémence a applaudi, comme si elle venait d'assister à une performance artistique. C'était surréaliste. C'était inhumain. Ils se délectaient de ma destruction. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de voir mes larmes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement attendu que le bruit diminue. Puis, lentement, je me suis levée. Tous les regards se sont à nouveau tournés vers moi, surpris par mon calme. J'ai pris mon sac à main, en ai sorti l'enveloppe noire, et j'ai commencé à marcher. J'ai traversé la salle, mes talons claquant sur le marbre, chaque pas mesuré et délibéré. Le silence est revenu, cette fois-ci chargé de confusion. Je suis arrivé devant Baptiste. Son sourire triomphant s'était légèrement figé. Il ne s'attendait pas à ça. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement fait glisser l'enveloppe sur la table, jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant lui. Puis, j'ai parlé. Ma voix était parfaitement calme, presque conversationnelle, mais elle portait dans toute la salle. Avant de célébrer, tu devrais probablement prendre un moment. Explique à ta sœur pourquoi ses études s'envolent,
À tes parents pourquoi leur maison et leur voiture disparaissent, et à tes partenaires pourquoi la société meurt avant le dessert. Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Arrivé à la porte, j'ai ajouté, sans me retourner, tu as 7 minutes. Derrière moi, j'ai entendu le bruit du papier déchiré. Je suis sortie dans l'air frais de la nuit parisienne, sans un regard en arrière. Je n'avais pas besoin de voir le chaos. Je pouvais l'entendre dans le son des premiers téléphones qui se mettaient à vibrer frénétiquement dans la salle. L'avalanche que j'avais mis des semaines à préparer venait d'être déclenchée. Je ne suis pas rentrée à Neuilly. Je suis allée dans un petit appartement que j'avais loué sous un faux nom à Belleville. Mon sanctuaire. Mon quartier général. De là, avec Manon en ligne sur une connexion sécurisée, j'ai regardé l'Empire Vasseur s'effondrer en temps réel. C'était fascinant et terrifiant à la fois. Les écrans de mon ordinateur affichaient des tableaux de bord que j'avais créés. À 21h54, exactement 7 minutes après que j'ai quitté le restaurant, le système principal d'Avenir Finance est passé en mode « maintenance verrouillée ». Tous les accès administrateurs, y compris celui de Baptiste, ont été révoqués. Les portails clients ont commencé à afficher des messages d'erreur en finnois. Une petite touche personnelle. Puis, les alertes de Manon ont commencé à arriver. La banque suisse qui détenait le prêt de la villa de Saint-Tropez venait d'activer la clause d'accélération de remboursement. Hervé et Jocelyne avaient 24 heures pour rembourser 15 millions d'euros, sinon la propriété serait saisie. L'université d'Astrid venait de geler ses comptes, le paiement de ses frais de scolarité ayant été annulé suite à la mise sous séquestre du trust familial. L'empire s'écroulait, brique par brique, exactement comme je l'avais prévu. Pendant 3 jours, j'ai coupé mon téléphone. J'ai ignoré les centaines d'appels et de messages. Je me suis contentée de regarder le spectacle de loin, en buvant du thé et en lisant un livre. J'ai trouvé une paix étrange dans cette destruction contrôlée. Le 4e jour, on a sonné à ma porte. La caméra de sécurité a révélé Baptiste. Il était méconnaissable. Le même costume que le soir de la fête, maintenant froissé et taché. Barbe de 3 jours, yeux cernés par l'insomnie et la panique. J'ai ouvert la porte, mais je suis restée sur le seuil, lui barrant le passage. « Éléonore, s'il te plaît » a-t-il balbutié. Le mot « s'il te plaît » semblait lui écorcher la gorge. « Dis-moi ce que tu veux. »« De l'argent ? Dis-moi comment réparer ça. »« On ne peut pas réparer ça, Baptiste, » ai-je répondu, ma voix calme. « On ne peut qu'en assumer les conséquences. » Exactement comme tu t'attendais à ce que j'assume les conséquences de tes choix. Il a essayé de me menacer, de retrouver son arrogance passée, mais sa voix s'est brisée. Il n'était plus qu'un homme brisé. Je lui ai fermé la porte au nez. 2 jours plus tard, une autre visite. Clémence. Sans maquillage, en jean, elle avait l'air d'une étudiante. Elle était nerveuse. « Je ne viens pas pour lui » a-t-elle dit rapidement. « Je viens pour moi. » Il m'a tout mis sur le dos. Il a dit aux investisseurs que c'était moi qui avais manipulé les comptes. J'ai été licenciée. Elle m'a tendu une clé USB. Il y a tout là-dedans. Les preuves qu'il utilisait des informations confidentielles que je lui donnais sur mes anciens clients pour faire du délit d'initié. Il a ruiné ma carrière. Je l'ai regardé. Une autre victime de sa toxicité. J'ai pris la clé USB. Pourquoi me donner ça ? Ai-je demandé. Parce qu'il vous a sous-estimé. Et moi aussi. J'ai cru que j'étais la gagnante. En réalité, j'étais juste la prochaine sur sa liste. J'ai réfléchi une seconde. J'aurais pu utiliser ces preuves pour l'enfoncer encore plus. Mais je n'en avais pas besoin. Ma vengeance était déjà complète. J'ai sorti une carte de visite de ma poche. Voici le contact d'un enquêteur de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Il serait très intéressé par le contenu de cette clé. Elle a pris la carte, surprise. Vous ne l'utilisez pas contre lui ? Je n'ai plus besoin de rien contre lui, ai-je dit. Mon combat avec lui est terminé. Le vôtre ne fait que commencer. Bonne chance. J'ai refermé la porte. La guerre contre la famille Harrison était finie. Mais la bataille pour reconstruire mon nom et mon avenir ne faisait que commencer.
et cette fois, je n'allais pas me battre dans l'ombre. La semaine suivante, l'inévitable s'est produit. Le conseil d'administration d'Avenir Finance, ou ce qu'il en restait, a convoqué une réunion d'urgence. Par l'intermédiaire de l'avocat de Manon, j'ai fait savoir que je serais présente. Non pas en tant que Madame Vasseur, mais en tant que représentante de Nemesis Conseil, la société qui détenait désormais la clé de leur survie. Je suis entrée dans la salle de conférence, la même où j'avais servi le café quelques semaines plus tôt. Le silence qui m'a accueilli était glacial. Ils étaient tous là, les membres du conseil, Hervé, le visage gris, et Baptiste, qui semblait avoir vieilli de 10 ans. Il n'a pas osé croiser mon regard. Il m'avait assigné une chaise au bout de la table, comme d'habitude. Je l'ai ignoré. Je suis allé directement à l'écran de présentation et j'ai branché mon ordinateur portable. J'ai laissé le chaos régner pendant quelques minutes. Je les ai écoutés s'accuser mutuellement, crier, paniquer. Leur monde s'effondrait et ils cherchaient désespérément un coupable autre qu'eux-mêmes. Quand la cacophonie a atteint son paroxysme, j'ai allumé le projecteur. La première diapositive est apparue, affichant en gros le logo de Nemesis Conseil. « Bonjour, messieurs », ai-je commencé, ma voix claire et posée coupant court à leur dispute. Je comprends que vous cherchiez des solutions à votre crise technologique. Laissez-moi clarifier la situation pour vous. J'ai fait défiler les diapositives. D'abord, les brevets originaux de l'algorithme Cassandre, déposés à mon nom de jeune fille, Éléonore Durand, bien avant la création d'Avenir Finance. Ensuite, les contrats de licence signés par Baptiste, liant chaque module de l'algorithme à une filiale de Nemesis. Et enfin, la clause 32B du contrat, la clause de moralité, qui stipulait que toute dissolution d'union matrimoniale pour faute prouvée entraînait la résiliation immédiate de toutes les licences. Mon mari a publiquement annoncé notre séparation pour me qualifier d'incapable lors d'une fête d'anniversaire, ai-je expliqué calmement. Je pense que cela constitue une faute prouvée. Par conséquent, depuis 7 jours, Avenir Finance opère illégalement en utilisant une technologie qui ne lui appartient plus. Un des membres du conseil, un homme corpulent qui s'était toujours montré particulièrement méprisant à mon égard, a explosé. C'est du chantage. C'est illégal. Non, monsieur, ai-je rétorqué, mon calme le déstabilisant encore plus. C'est ce qu'on appelle les frais de scolarité. C'est le prix à payer pour apprendre une leçon précieuse, ne jamais sous-estimer la femme qui vous sert le café. C'est peut-être elle qui a construit l'immeuble dans lequel vous vous trouvez. Le silence était total. Ils avaient compris. Ils étaient piégés. Qu'est-ce que vous voulez, Éléonore, a finalement demandé Monsieur Renaud, le seul qui avait toujours eu une lueur d'intelligence dans le regard. J'ai affiché ma dernière diapositive. 2 options y figuraient. Option 1, vous reconnaissez la réalité. Je suis la fondatrice technologique de cette société. Nemesis Conseil fusionne avec Avenir Finance. Je prends 70% des parts et le poste de présidente directrice générale. Baptiste conserve 20%, en souvenir du bon vieux temps. Le reste du conseil se partage les 29% restants. Option 2, vous refusez. Je vends l'intégralité de la technologie Cassandre à votre principal concurrent d'ici ce soir. Et vous vous retrouvez à la tête d'une coquille vide. Je les ai laissés avec ce choix. Mon avocat vous attend dans le hall. Vous avez 1 heure. J'ai débranché mon ordinateur et je suis sorti, les laissant dans leur silence de mort. En signant les documents 1 heure plus tard, j'ai regardé Baptiste. Il n'était plus qu'une ombre, un fantôme dans la société qu'il croyait sienne. Il m'avait volé 7 ans de ma vie. Je venais de les reprendre en 1 heure. Et j'allais utiliser chaque jour du reste de ma vie pour construire quelque chose qu'il ne pourrait jamais, jamais détruire. Mon premier acte en tant que nouvelle présidente a été de changer le nom de la société. Avenir Finance était mort, entaché par le mensonge et l'arrogance. Je l'ai rebaptisé Athéna Conseil. Un nom qui symbolisait la sagesse, la stratégie et la force. Ensuite, j'ai commencé à recruter. Mon équipe n'était pas constituée des loups de la finance habituelle. J'ai cherché des talents brillants que le système avait mis de côté, souvent à cause de leur genre. Des femmes comme moi, dont les idées avaient été volées, dont les ambitions avaient été étouffées. Notre culture d'entreprise était radicalement différente.
Chez Athéna Conseil, la collaboration remplaçait la compétition. La transparence remplaçait les manigances. Les idées étaient jugées sur leur mérite, pas sur le titre ou le genre de la personne qui les proposait. Et les résultats ont été spectaculaires. En 6 mois, nous avons non seulement récupéré les investisseurs perdus, mais nous avons aussi affiché des performances dépassant de 30% les meilleurs trimestres de l'ère Baptiste. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée à une grande conférence sur l'innovation financière à Monaco. Pas en tant qu'accompagnatrice, mais en tant que conférencière principale. Alors que je me préparais en coulisses, je l'ai vu. Baptiste. Il tenait un petit stand pour une obscure société de courtage de province. Son costume était mal coupé, ses cheveux commençaient à se clairsemer. Il tentait d'expliquer une brochure à un client potentiel qui n'avait pas l'air intéressé. Nos regards se sont croisés à travers la foule. J'ai vu un éclair de reconnaissance, suivi immédiatement par une vague de honte si puissante qu'elle était presque palpable. Il a été le premier à détourner les yeux. L'homme qui m'avait publiquement traité d'incapable ne pouvait même plus soutenir mon regard. À cet instant, j'ai compris que ma vengeance n'était pas de le voir humilié. C'était de ne plus rien ressentir en le voyant. Il était devenu insignifiant. Mon discours a été un triomphe. J'ai parlé de l'avenir de la finance, mais aussi de l'importance de reconnaître et de valoriser tous les talents. J'ai parlé de mon parcours, sans amertume, comme un exemple de la manière dont les plus grands obstacles peuvent devenir les fondations de nos plus grands succès. Avec une partie de l'argent que j'avais gagné, j'ai créé la Fondation Némésie. Sa mission, offrir un soutien juridique et financier aux femmes dont les contributions technologiques ou intellectuelles ont été spoliées. Notre premier projet a été d'aider une jeune développeuse dont le patron avait breveté son algorithme à son propre nom. La semaine dernière, j'ai appelé ma mère. Maman, j'ai visité un appartement magnifique dans mon immeuble. 2 chambres, avec une vue sur la Seine. Il y a un coin lecture parfait pour tes clubs de lecture. Il y a eu un silence, puis un sanglot. Éléonore, je ne pourrai jamais. Si, maman. Nous le pouvons. Laisse-moi te rendre un peu de tout ce que tu m'as donné. Ce soir, en regardant les lumières de Paris scintiller depuis mon bureau, je pense à tout le chemin parcouru. L'histoire de ma vengeance est aussi celle de ma renaissance. La trahison de Baptiste n'a pas été la fin de mon histoire. Elle a été le prologue brutal mais nécessaire d'un chapitre bien plus beau. J'ai détruit son monde de mensonges, et sur ses ruines, j'ai bâti un univers de vérité, de respect et de succès. Avez-vous déjà dû reconstruire votre vie à partir de zéro, après une trahison ou une épreuve difficile? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si vous croyez que parfois, les pires fins peuvent mener au plus beau commencement.